fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes. Alors c'est moi. Donc aujourd'hui, le cours de spectroscopie va surtout s'intéresser donc à la RMN. Alors juste petit rappel avant de commencer. De façon générale, la spectroscopie va étudier l'interaction entre un rayonnement et la matière. Dans le cas de la spectroscopie infrarouge, on va étudier donc l'interaction entre la matière et un rayonnement infrarouge, comme son nom l'indique, pour en fait pouvoir visualiser les transitions entre niveaux d'énergie vibrationnelle. On aura donc accès comme ça aux fréquences, ou plutôt au nombre d'ondes propres aux vibrations d'atomes d'une liaison. D'accord ? Les atomes qui forment la liaison vont vibrer à certaines fréquences et donc ces fréquences vont être caractéristiques de la liaison. Alors aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la résonance magnétique nucléaire. Donc là, on va observer des transitions un peu particulières qui sont dues au fait que le proton possède un spin nucléaire et donc en présence d'un champ magnétique, on va avoir une levée de dégénérescence de niveau d'énergie et on va pouvoir observer donc une transition entre justement ces niveaux et ces transitions vont être propres de l'environnement en fait et du proton qu'on observe. Alors les protons d'une molécule n'ont pas tous le même environnement. Et donc, par exemple, vous voyez, sur l'exemple ici, petit ajustement, sur l'exemple ici, vous avez ces deux protons-là qui sont dits équivalents parce qu'en fait, comme il y a la libre rotation autour de la liaison, vont voir la même chose, c'est-à-dire vont constamment s'échanger leur vision et donc en moyenne voient les mêmes voisins. Pareil pour ces trois-là qui observent également la même chose. Pour raison de symétrie, on a pareil ces deux protons-là qui sont équivalents dans cette molécule-là, mais en tout cas, donc ce groupe-là de protons et ce groupe-là donc ne voit pas la même chose. Donc là, on a deux types de protons différents et donc on va avoir deux signaux différents. Alors plutôt que d'observer une fréquence, on va observer en fait ce qu'on appelle le déplacement chimique. Et donc le déplacement chimique, voilà, il est réalisé selon cette formule-là. Donc on voit que c'est la fréquence du proton en question rapportée à une fréquence de référence qui est celle du TMS, triméthylsilane, et donc adimensionné par rapport à une fréquence de référence nu0. Alors pourquoi ça ? Parce qu'en fait les variations, les différences de fréquence sont très faibles et donc on va mesurer ça en multipliant ça par 10 puissance 6 pour avoir un résultat non plus tout petit mais voilà qui est du coup dans une unité en partie par million. Partie par million c'est juste 10 puissance 6 fois plus faible comme le pourcentage est 10 puissance 2 fois plus faible. Donc voilà, c'est pas grand chose de bien différent. Et donc on va étudier donc l'interaction et comment naissent ces signaux. On va commencer par un exemple simple. Donc à nouveau, on a deux types de protons différents. Donc on a ce type-là, donc que j'ai noté HA et celui-ci que j'ai noté HX, qui ont donc des environnements différents, puisque celui-là, il est directement voisin des Cl, alors que celui-là est directement voisin des atomes de brome. Donc, plus l'environnement d'un électron est d'un noyau, d'un proton est appauvri en électrons, plus il va être ce qu'on appelle déblindé, et donc il va sortir dans des fréquences élevés, autrement dit des déplacements chimiques plus élevés. Donc on va avoir un signal pour le proton A ici et un signal pour le proton X ici. Alors de loin, si on regardait ça de très loin, on verrait deux bandes comme ça, une pour le A et une pour le X. En fait, si on regarde de plus près, on se rend compte qu'en fait, c'est pas une grosse patate, mais plutôt deux petits pics,
Parce qu'en fait, le fait que ces protons-là soient voisins, d'accord, sont juste séparés par une liaison, ici, d'accord, enfin par 3 liaisons en tout, hein, mais une liaison carbone-carbone, soit juste séparés donc de 3 liaisons, font qu'ils vont être couplés. D'accord, ils vont être couplés, et donc quand il y a couplage, et bien en fait les signaux vont se dédoubler. Donc en fait le proton A, le signal du proton A, ça va être un doublé, et pareil pour le proton du proton X. Et en fait la constante de couplage, c'est ce qu'on note J, donc J entre A et X, est évidemment la même qu'entre X et A. D'accord, donc on va retrouver en fait le même écart ici et ici. Donc sur cette idée-là, ben, on peut continuer la même chose. Donc si on regarde maintenant donc là pareil, on a deux groupes de protons, les protons CH2 ici et les CH3 ici, les groupes méthyl. Donc là, deux lots de protons équivalents. Donc un premier lot qui va sortir donc plus déblindé parce que plus proche du Cl. Donc là on va avoir le A, et là on va avoir la bande X. Alors après on se rappelle que donc si ils sont couplés, il y a à chaque fois un dédoublement. Donc si on prend un proton A, donc ce proton A possède 3 voisins. Donc déjà s'il possède 3 voisins, il possède donc un premier voisin, et donc ce premier voisin va faire un premier dédoublement. Comme il possède encore un autre voisin, ça fait un deuxième dédoublement. Donc on redédouble avec la même constante. D'accord ? Et donc là, on se rend bien compte qu'on a superposé sur celui-là, on a superposé en fait deux bandes, celui du couplage à gauche et celui du couplage à droite. Et si on continue comme ça, on va avoir encore une fois la même chose. Donc là, on a en gros une intensité 1, 2, 1. Et donc si on continue à dédoubler avec le dernier, on va avoir 1. Ici 2 plus 1, 3. Enfin, vous reconnaissez le triangle de Pascal. Ici 2 plus 1, 3. Et ici 3. Et donc on va voir apparaître un quadruplé avec les intensités relatives 1, 3, 3, 1. On fait pareil avec le proton X qui lui n'a que 2 voisins, donc lui on s'arrêtera à cet endroit-là, donc à 1, 2, 1. Voilà. Donc on peut poursuivre ce raisonnement sur des exemples plus compliqués. Hein. Donc là on a donc un proton donc proche du chlore, donc plus déblindé, donc ça va être le proton A, et ici un lot 6 protons équivalents, un lot de protons donc que je notais X, qui va sortir donc moins loin. Alors les protons de type X n'ont qu'un seul voisin, donc ils vont faire un doublé, alors que le proton de type A, lui, a 6 voisins, donc il va, selon le triangle de Pascal, sortir un septuplé avec les intensités relatives correspondant aux triangles qui sont donc notés ici. Pour le dernier exemple, donc là on va avoir 3 types de protons. Donc le proton de type A qui est relié donc à 2 chlores qui sont plus électronégatifs donc que le brome et l'iode, donc qui va sortir le plus loin, le plus déblindé. Après on va avoir donc un proton du milieu entre guillemets, donc qui va faire un déplacement vers M, delta M, et le dernier delta X. Alors le proton A, lui, est couplé avec le proton M, d'accord, séparé par 3 liaisons. Il ne va pas être couplé par le proton X, puisque au-delà de 3 liaisons, le couplage s'annule. Donc là, on est bien trop loin. Donc on s'arrête généralement à ce qu'on appelle le couplage type J3, donc 3 liaisons d'écart. Donc, il est couplé avec le proton M, donc on a juste un doublé, et j'ai noté JAM, donc la constante de couplage. Bon, je l'ai mise à une valeur relativement élevée. Et donc, si on fait pareil pour le proton X, lui, il a un seul voisin, donc M, et il va être couplé donc à M. Donc c'est là qu'il y a une coquille, puisque ici c'est un M, JMX. Donc, on a donc le couplage JMX, que j'ai représenté ici plus petit. Et le proton
M du milieu, lui, en revanche, il a 2 voisins. Donc on va avoir un premier couplage de type JAM, donc qui va écarter donc le doublé de cette façon-là, avec un écart JAM, et il a également un couplage avec le proton X, donc là c'est la même coquille, JMX, donc un écart JMX. En revanche, cette fois-ci, comme JMX et JAM sont différents, et bien ils vont pas ici se recouvrir, et donc on va pas avoir comme avant 1, 2, 1, non, on va avoir 1, 1, 1, 1 d'intensité relative. Voilà. Et donc on dira qu'on n'a pas un triplet, on dira qu'on a un doublé dédoublé, ou un doublé de doublé. Voilà. Alors pour la suite du cours, vous avez les tables infrarouges d'abord. Donc les tables infrarouges, évidemment c'est pas à connaître par cœur. En revanche, il est bon de savoir que les alcools sortent très loin, et avec une bande large, donc vers 3300 cm-1. C'est assez caractéristique de cette fonction-là. On ne peut pas trop se tromper quand on voit ça. Parce qu'évidemment, dans ce tableau, il faut pouvoir se dépatouiller. Donc les choses qui ne posent pas les grandeurs qui ne posent pas de problème, c'est bon de les retenir. Voilà, donc ça c'était pour le tableau. Une autre bande caractéristique est celle du groupe carbonyle, qui sort généralement autour de, vous voyez, pour une cétone aliphatique là, qui sort vers 1720 cm-1. Ça reste pareil, assez caractéristique, puisqu'on a en gros dans un spectre, vous verrez apparaître là une grosse bande bien forte, bien fine, qui correspond donc au carbonyle, et donc celle-là généralement ne pose pas non plus trop de doute. Alors pour la RMN, les tables voilà, ne sont pas à connaître. Il y a quand même quelques idées qu'on peut retenir. Alors évidemment, la plupart des protons sortent on va dire entre 1 et 3 ppm dans de grandeur. Alors il y a quand même quelques petits exemples qui sont à noter. C'est par exemple si on prend cette ligne-ci là pour les esters. Pour les esters, quand vous avez un CH2, d'accord, qui est relié comme ça au carbone de la fonction carboxyle d'un ester, et ben voilà, vous sortez, vous êtes un peu plus déblindé évidemment qu'un simple H d'alcane, parce que vous avez donc le groupe ici qui est quand même attracteur, mais vous sortez donc vers 2,3. En revanche, quand vous avez un ester, vous pouvez l'avoir dans ce sens, mais vous pouvez aussi avoir dans l'autre sens, c'est-à-dire CH2, O, CO, etc. Et dans ce cas-là, là vous êtes directement lié à l'oxygène, et donc là vous allez sortir votre proton beaucoup plus loin, et donc ça permet notamment de lever des ambiguïtés sur des problèmes d'isomérie. Voilà. Alors évidemment, des choses à connaître, il y en a plein. Il est bon de savoir que quand vous avez un proton aromatique, d'accord, un proton aromatique, ça sort au-delà de 7 ppm, et donc c'est même une signature de l'aromatique. C'est-à-dire que là, ça ne fait pas de doute. Vous dites, là, il doit certainement y avoir un aromatique, surtout s'il y a beaucoup de protons. C'est tous les protons de l'aromatique. Après, quand vous avez un acide carboxylique, ça sort également très très haut. Là, ça sort au-delà de 10 généralement. Pareil pour l'aldéhyde. L'aldéhyde, là, ici, sort vers 10. Voilà. Donc ça fait partie des choses qu'il est bon de savoir pour ne pas être trop surpris. Voilà. Pour les protons des alcènes, eux, pareil, ils vont sortir plus loin que tout ce lot qui sort généralement donc entre 1 et 4. Là, on va sortir vers 5.